C'est bon, c'est en cours. Parfait. Donc, bonjour à tout le monde. Merci d'être présent. On va attendre encore 2 minutes avant de commencer. Et d'ici 2 minutes, on commencera. Ouais, c'est ça. On y va, les gars? C'est bon? Bon, bah, parfait. Bon, bonjour encore à tout le monde. Merci pour votre présence. Donc, moi, je m'appelle Antoine Ligonière, vous me connaissez surtout pour les Pays de la Loire. Je suis directeur technique sur la Ligue et responsable de la détection et du pôle espoir sur les Pays de la Loire. Et donc, voilà, j'ai participé à cette aventure lituanienne et sur laquelle on va échanger pendant 1 heure aujourd'hui. Les gars, on va animer donc cette visio à plusieurs. Je vous laisse vous présenter. Sébastien Legros, je suis responsable de l'IRFBB Bretagne. Et donc, moi, j'ai participé avec la Ligue de Bretagne et avec un rôle un petit peu plus d'observateur, en plus d'un rôle d'assistant sur la sélection filles Bretagne. Et moi, Julien Demeuré, donc moi je suis responsable du pôle sport garçon sur pareil la Ligue de Bretagne et donc du coup j'ai aussi participé à ce petit séjour et stage sportif en Lituanie. Donc je vous présenterai aussi une partie. Très bien, merci. On a Oui. Vaido aussi. Et j'ai vu que Vaido était présent aussi, qui a largement contribué à la réussite de ce projet et donc qui pourra aussi intervenir, bien sûr, sur les échanges qu'on a. Donc, juste avant de commencer, au niveau de l'organisation, comme on a beaucoup de monde de présent, on a enregistré la vidéo, donc ça permettra de vous envoyer le support à la suite et de l'envoyer à tout le monde. On vous enverra aussi, après la présentation, un support plus complet que ce qu'on vous présentera. Et donc, vous aurez tout ça à la fin. Alors, voilà, donc au niveau organisation, si vous pouvez déjà couper les micros, tout le monde peut couper ses micros, s'il vous plaît. Ensuite, nous allons procéder avec des échanges par message, par chat plutôt, et on laissera un temps à la fin de la visio pour répondre à ces questions. Moi, je régulerai les questionnements. Si pendant l'intervention, il y a des questions via le chat qui sont, voilà, qui peuvent être complémentaires, je les poserai. Et sinon, on aura un temps à la fin pour répondre à vos questions. Donc, l'idée, c'est de pas faire d'interaction pendant la présentation, mais plus d'avoir des questions par le chat et ensuite d'avoir des réponses et des interactions à la fin en fonction de tout ça. Voilà au niveau de l'organisation. Donc aujourd'hui, on a décidé d'organiser cette visio parce qu'on a eu la chance depuis plusieurs années. Seb, tu peux passer la diapo. On a la chance depuis plusieurs années avec la Bretagne et les Pays de la Loire de vivre des expériences sportives à l'international. Et on a une chance incroyable parce qu'on a pu aller déjà dans de nombreux pays avec nos jeunes pour voir un peu un basket différent,
découvrir d'autres baskets. On a été en Espagne, on a été donc en Lituanie, on a été aussi en Hongrie. Voilà, donc on a eu cette chance-là et ces expériences-là nous ont ouvert l'esprit, en tout cas nous ont permis bon, de voir ce qu'on faisait, de confirmer certaines choses, peut-être d'en infirmer d'autres, et puis surtout de nous questionner sur nos pratiques en voyant ce que les autres font, parce on s'inspire toujours de ce que les autres font, en positif comme parfois en négatif, mais ça a été une chance et une richesse incroyable pour nous. Et donc, ces jours-là nous ont fait changer concrètement. Depuis 5 ans maintenant qu'on organise ça. Alors, attention pour les micros. Ouais, merci. Donc ces pratiques nous ont fait changer, comme je disais, depuis 5 ans maintenant qu'on l'a organisé. Et attends, j'enlève les micros. OK. Et, et donc on a pu voilà, à chaque fois apprendre des choses, ressortir grandis et bon, voilà, des exemples de situations qu'on a repris suite à ces voyages. Et donc, pour ça qu'on a voulu faire cette visio, parce que l'idée, c'était que ces changements-là et ces expériences-là, elles ne restent pas uniquement autour de nos pratiques à nous, d'entraîneurs, mais qu'elles puissent se diffuser un peu plus largement sur nos territoires, Bretagne et Pays de la Loire. Et on avait envie, à travers cette visio, d'essayer de vous transmettre un petit peu ce qu'on a pu voir, de vous transmettre aussi peut-être ce que nous, on a pu changer. Et puis peut-être pour vous aussi, bah, vous donner des idées, en tout cas vous questionner, vous interroger et peut-être vous faire réfléchir aussi autrement sur des choses qu'on voit plus dans notre quotidien et qui peut des fois nous permettre de prendre de la hauteur sur notre pratique. Et voilà, donc c'était un peu l'objet, la genèse de cette visio, c'est vraiment d'essayer à travers nos expériences qui nous ont permis de changer des choses, bah, de vous transmettre pour qu'on puisse impacter et partager avec vous toutes ces expériences-là qu'on a vécues. Alors aujourd'hui, on se concentrera un peu plus sur la Lituanie, mais peut-être qu'on aura l'occasion à un autre moment de faire une séquence aussi sur l'Espagne, parce qu'on a vu aussi beaucoup de choses en Espagne très intéressantes. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses aussi à partager par rapport à ça. Donc ensuite, pour l'organisation de la visio, on aura 2 temps. Le premier temps, c'est Seb qui va plutôt intervenir sur la partie contextuelle de contexte Lituanie, organisation, un peu les choses qu'on a remarquées. Et plutôt une deuxième partie avec Julien autour du centre de formation du Zalgiris Kaunas et la visite qu'on a pu faire là-bas, l'expérience aussi qu'on a eue là-bas qui était aussi hyper enrichissante. Et puis on aura une petite conclusion à la fin et on laissera Vaido nous expliquer encore un peu plus bah, tout ce qui se passe là-bas parce qu'il voilà, il connaît très bien évidemment la Lituanie. Voilà, Seb, je te laisse la main si tu peux reprendre pour la première partie. Alors n'hésitez pas à poser vos questions via le chat. Moi, je régule. Hop. Antoine, est-ce qu'on voit mon écran? Oui, c'est bon. Ok, très bien. Donc, ben, on est parti du 13 au 20 février. On a fait un petit périple pour y aller avec un temps de voyage avec les enfants qui était assez fastidieux. La première journée, on a atterri à Vilnius et on est allé à Kaunas. Donc on va vous parler un petit peu de ce voyage-là. L'idée, c'était de mettre un petit peu de contexte sur notre voyage et puis sur le contexte, on va dire, géographique et un peu politique du pays parce qu'il impacte forcément ce que nous, on a pu voir sur le terrain. Donc la première chose, c'est que la Lituanie est plutôt un petit pays avec 2,8 millions d'habitants. La superficie, pour vous rendre compte un petit peu, c'est l'équivalent de la Bretagne et des Pays de la Loire réunis, en fait. Donc, c'est l'échelle d'un pays.
Il y a plus d'habitants en Bretagne qu'en Lituanie. La monnaie, bon, ils sont à l'euro et le niveau de vie, on a tous été étonnés du niveau de vie qui est plutôt élevé. Et on peut dire que le coût de la vie est un tout petit peu moins cher qu'en France. Pour autant, le niveau de vie est plus élevé par rapport au niveau mondial. Donc, ils ont un peu plus d'aisance, en tout cas de ce qu'on a vu à Vilnius. La Lituanie, dans le contexte historique, Vaido pourra infirmer ou vous reprécisez des choses là-dessus, mais concrètement, c'est un pays qui était sur un régime autoritaire jusqu'en 1940, qui a été impacté par l'occupation nazie, puis après par les Russes jusqu'en 90, et qui s'est libéré du joug russe en 1991 après la chute du mur de Berlin. Ils ont intégré l'OTAN, Schengen et l'euro entre les années 2004 et 2015. Nous, ce qu'on a pu constater sur place et que Vaido nous a bien expliqué, c'est qu'il y a une aversion plutôt pour le régime russe, avec une fierté, une unité nationale qui est très très forte et ça va transpirer dans le basket. Et puis il y a quand même une peur assez importante du contexte actuel avec la guerre en Ukraine. Donc on sent quand même qu'il y a une certaine inquiétude par rapport à ça. Ce qu'ils ont vécu, c'est quand même beaucoup de contrôle de la part du régime russe, beaucoup de répression, des déportations en Sibérie, nous a dit Vaido, et puis les locaux. Beaucoup de systèmes de pénurie avec un système où on a essayé de casser un petit peu la culture lituanienne et annihiler un peu la culture lituanienne au profit de la culture russe. Et du coup, ça va même jusqu'à l'interdiction des fêtes lituaniennes, du travail imposé, et puis beaucoup de choses très normées. Ça provoque une chose, ça provoque un engouement incroyable autour de la fierté nationale. Voilà, donc je vous ai mis, je vais essayer de baisser un peu mon son là, l'hymne national. On sent qu'il y a un véritable engouement autour du drapeau, quoi. Voilà, donc et il y a vraiment une unité du peuple lituanien, et notamment à Kaunas, qui est le club nation, quoi. Ça fait penser un peu au Maccabi, et donc on sent qu'il y a un véritable engouement, et nous, on a vraiment pris tous une claque assez forte là sur ce match avec 16 000 personnes qui sont au diapason dans les mêmes couleurs. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une chose importante. Ensuite, on a vu un engouement incroyable dans les salles. Là, on est dans une petite salle à Ritas, à Vilnius. Et en fait, il y a 3000 personnes. Et sur les 3000 personnes, tout le monde chante les chants pendant 40 minutes. Il y a une identification club qui est incroyable. Ils ont tous le t-shirt ou l'écharpe du petit garçon de 5 ans à la mamie de 80 ans. Et tout le monde connaît les chants. Et on sent qu'il y a véritablement un public de connaisseurs aussi. On le voit par rapport au coup de sifflet, par rapport au fait de jeu. On voit qu'il y a vraiment un public qui est archi connaisseur. Et par contre, il y a un public qui est hyper sportif parce qu'à la fin de ce match-là, qui était quand même assez tendu, hein, c'était Ritas contre Klaipėda, le deuxième contre le troisième du championnat. On avait une cinquantaine de supporters qui étaient isolés tout en haut là, du gymnase. Et à la fin du match, ils se sont tous applaudis. Et on sent qu'il y a un véritable engouement, mais une véritable sportivité. Les infrastructures, celles qu'on a vues en tout cas, sont incroyables. Là, vous pouvez voir, ça c'est le centre, la NBA Basketball School à Vilnius sur laquelle on a passé la semaine. On voit qu'il y a 3 terrains travers. On voit qu'il y a des tribunes rétractables avec des rideaux amovibles, et tout est fait pour que les gens puissent s'entraîner dans des très bonnes qualités, dans des très bons standards. Il y a une course ciment pour le public, et puis après, quand ils tirent les espèces de tiroirs, les tribunes rétractables, là, il y a une place de 900 à 1000 places qui est directement disponible pour faire des matchs et des événements. Donc ça mélange à la fois l'entraînement, la praticité dans l'entraînement, mais à la fois aussi les matchs derrière. Voici les personnes qu'on a rencontrées. Donc, le premier, c'est Vaido. On l'a harcelé de questions, le pauvre, là, pendant une semaine. C'est lui qui a fait le traducteur officiel aussi. On a eu la chance de rencontrer Lina Bradekite enfin, vous m'excuserez pour la prononciation, mais c'est pas hyper simple. C'était la coach de la sélection U15. On a rencontré Rokas, là, qui était à la Zalgiris Academy.
Andrius aussi qui nous a vraiment ouvert les portes complètes. On a eu la chance de rencontrer Zoé Wadou aussi qui venait de signer au mois de janvier. Et donc, il nous a expliqué un petit peu le contexte et puis la façon dont elle a été, elle, immergée directement dans le basket lituanien. Puis on a rencontré Liuda, qui était, elle, la directrice de la Vilnius Academy. Donc, on a quand même rencontré pas mal de personnes importantes. Voilà, c'est le sport national. Et paradoxalement, il n'y a pas énormément de licenciés. Le chiffre de 25 000, il est hyper difficile à vérifier, en fait. Par contre, on considère qu'il y a 100 000 pratiquants, ce qui représente un habitant sur 28, et qu'on a à peu près 80 clubs ou académies. Et vraisemblablement, c'est plutôt des académies parce que le basket lituanien ne fonctionne pas en club, mais en académie publique ou privée. Ce qu'on a vu, c'est que le prix de la licence est entre 25 et 45 euros par mois. Et c'est des prix par mois et non pas des prix annuels. Voilà. Et c'est la 10e nation mondiale avec l'avènement de, notamment, on se rappelle tous de ça, sur les JO en 92 avec la médaille de bronze qui a été un acte fondateur juste après la libération du pays et qui est quelque chose de très important. Ce qui ressort de ça quand même, c'est qu'il y a une reconnaissance et une valorisation des anciens joueurs qui est très importante. Dans tous les endroits où on est allé à Kaunas et à Vilnius, on voit tout de suite les maillots de Valanciunas, Kaukenas, Arturas Karnišovas. Dès qu'on va à la Zalgiris Academy, là, on voit les noms de tous ceux qui sont passés. Et quand le directeur de l'Académie de Kaunas commence son propos pour nous présenter l'Académie, il commence tout de suite par les joueurs qu'ils ont formés et où ils les ont placés. Et donc ça, c'est quelque chose qui nous a vachement interloqués. Et en fait, on s'aperçoit aussi que quand on sort de l'ascenseur à Kaunas, on tombe tout de suite sur un des grands joueurs de l'Euroleague, tout de suite. Donc, il replace aussi les joueurs et les joueurs s'investissent dans les instances. Et donc ça, c'est quelque chose qui nous a assez marqué. Antoine? Ouais, pour aller dans ce que tu es en train de dire, je vois les maillots là, que tu as affichés. Et ça, on l'a vu dans beaucoup de pays et on l'a vu aussi dans beaucoup d'endroits, même dans des petits clubs, entre guillemets, où plutôt que de mettre les titres champion région, champion départemental et ainsi de suite, ils affichent les maillots, en fait. Les maillots voilà, des jeunes qui sont passés par leur structure et qui peut-être après ont été ailleurs, sont devenus des joueurs de bon niveau ou de haut niveau. Et ça, c'est quelque chose qui nous a marqué. Et c'est aussi quelque chose que nous, on aimerait bien reprendre chez nous. Et, et je sais que ça se fait à certains endroits. Mais là, c'est partout, en fait. C'est dans n'importe quel club. C'est comme si le fait d'afficher le maillot, c'était plus important pour eux que d'afficher le titre ou le résultat. Les deux sont complémentaires. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on aimerait bien aussi, nous, euh, reprendre et inculquer un peu aussi pour qu'on ait cette identité-là de se dire, voilà, on met en avant les joueurs et on valorise les anciens joueurs passés par notre club. Et ça, c'est, je pense, quelque chose qu'on peut essayer de reprendre. Ouais, et donc, Paulus Yankunas, à la sortie de l'ascenseur, nous, c'est juste une légende. Et en fait, lui, il est président du club du Zalgiris. Donc, les anciens joueurs, ils sont vraiment très, très impliqués dans le développement du basket local. Donc, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, il y a des académies publiques. Donc, ça veut dire que les municipalités et l'État, ils ont créé en fait des espèces de passeports. Et chaque mairie, ou une grande partie des mairies et des communautés de communes, l'équivalent des communautés de communes, mettent en place des académies publiques. Voilà, et qui sont financées et avec des prix de licence qui sont aussi financés presque pour moitié, nous disait Vaïdo, par l'État. Et ensuite, il y a des académies privées. Vous en connaissez au moins deux, l'Académie Sabonis à Kaunas et l'Académie Marčiulionis à Vilnius. D'accord? Donc, ils prennent aussi ces créneaux-là et qui bénéficient aussi des plans de développement du sport nationaux. Voilà, donc ce plan de sport, il permet aussi de développer beaucoup de sports en Lituanie. Et bon, Vaido nous a quand même dit que le basket en bénéficiait très largement en tant que sport national. Et peut-être que les autres sports sont peut-être un peu moins concernés par ça, mais en tout cas, le basket bénéficie très très largement des financements de l'État. La slide que je vous ai mis là, il y a beaucoup d'infos dessus, mais c'est le retour qu'on a fait avec la directrice de l'Académie de Vilnius. L'Académie de Vilnius, c'est 1400 gamins qui pratiquent, 35 coachs qui entraînent sur 30 salles. Donc déjà, juste quand on pose cette chose-là, on se dit,
On se dit que c'est une énorme structure. Ils accueillent de la primaire au lycée, d'accord? Et ils ont quand même une doléance municipale qui leur fournit des gymnases et qui finance une partie, c'est qu'ils doivent accueillir tout le monde. Tout l'encadrement est professionnel. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous a un peu choqué, mais il y a quasiment que des coachs pro, il y a très très peu de bénévolat. Les tarifs sont au mois, je vous en ai parlé tout à l'heure. Pour les débutants, ça va aux alentours de 20 euros par mois, ce qui représente 200-220 euros par an, et 45 euros pour les pratiques un peu compétitives. Donc, ce qui a à ressortir quand même là-dedans, c'est que il dissocie la pratique un peu loisir de la pratique compétition en n'appliquant pas les mêmes tarifs. Et c'est un peu plus cher dans le privé, puisque ben, ils sont un peu moins aidés par les municipalités, et donc ils doivent bien payer, ils ont un peu plus de coûts aussi. Le rythme, c'est de septembre à juillet, avec des stages pendant les vacances. Il n'y a rien de différent, je pense, de chez nous. Par contre, les rythmes scolaires, ils sont adaptés au sport. Et ça, c'est au niveau de l'État. Et à partir de 14h30, les cours se terminent et les gamins peuvent aller à partir de 15h, 15h30 directement dans les académies pour pouvoir s'entraîner ou faire des activités culturelles. Euh, il y a un petit peu de basket école, d'accord? Et le basket a une place prépondérante puisque c'est le sport scolaire numéro un et le sport national. L'autre chose qui est importante sur cette slide, c'est de comprendre que il ne fonctionne pas sur 2 années d'âge par catégorie. C'est une année d'âge égale une catégorie. Donc il y a la catégorie U10, la catégorie U11, la catégorie U12 et ainsi de suite, d'accord? Et les championnats démarrent réellement à partir de U12. L'autre chose importante qui nous a été remontée par la directrice de Vilnius, c'est que en Lituanie, il y a 3 divisions maximum par catégorie. Donc ça veut dire qu'on n'a pas D4, D5, D7, D8, D1, D3, R1, R2, R3. Il y a la division A, la division B, la division C. Et après, il y a des joueurs qui vont travailler ou qui vont jouer plutôt dans le système scolaire et universitaire. Donc, une division C, loisirs développement, une division B qui est les niveaux intermédiaires qui correspondraient à peu près chez nous à de la région, et après un niveau A élite. Et l'autre chose qui est très prégnant là-dessus, donc voilà, je vous ai mis les différentes divisions, et ça c'est à partir de U12, c'est qu'ils ont relié chaque niveau et chaque division, elle a un nombre d'entraînements prérequis. Ça veut dire que si je suis en division C, j'ai 3 entraînements par semaine. Si je suis en division B, j'ai à minima 4 entraînements par semaine. Si je suis en division A, j'ai 5 entraînements par semaine, plus les matchs, évidemment. Et ensuite, elle nous a dit qu'il y avait à peu près 50% de pratiquants en compétition et 50% de pratiquants loisirs qui vont soit sur des tournois municipaux, inter-académie loisirs, on va dire, soit sur des tournois scolaires. Donc on a vraiment cette dissociation loisirs et compétition. Par contre, dès qu'on rentre dans le monde de la compétition, bah là, on s'entraîne vraiment beaucoup et assez dur. Antoine. Ouais, pour faire le parallèle sur le prix des licences, notamment en Espagne, on est à 80 euros par mois. Mais c'est le même fonctionnement en Hongrie également, donc avec un fonctionnement d'un prix de licence par mois, qui est même encore plus élevé, et avec notamment aussi des particularités, c'était plutôt à Malaga, c'est que les équipes premières de chaque catégorie, qui sont les équipes phares, elles ne payent pas, ou en tout cas, voilà, payent moins. Et par contre, tous les autres, donc là, avec les différents niveaux qu'il y a, tous les autres, c'est 80 euros par mois. Donc vous faites le calcul par rapport à ce que nous, on demande, ça n'a rien à voir. Et le deuxième point, c'est les équipes par catégorie. Ça, c'est pareil. On l'a vu dans tous les pays. Je crois qu'on est quasiment les seuls, nous, à avoir une équipe pour 2 catégories d'âge, voire 3 catégories d'âge avec les U18. Et ce qui fait que nous, ce qu'on a remarqué par rapport à ça, c'est qu'en fait, on s'est rendu compte que comme chaque année, il y a une équipe par catégorie, ils font parfois des surclassements, évidemment, mais ça veut dire que chaque année, on a des joueurs qui ont des niveaux de responsabilité élevés. Et pas comme parfois ça peut être quand tu es première année dans une catégorie il y a 2 années ou dans une catégorie il y a 3 années. Et ça permet d'avoir des jeunes responsabilisés à tous les niveaux et tout le temps, notamment sur les catégories charnières U12, U13, U14 et U16 aussi, qui peuvent des fois être pour nous des catégories un peu complexes par rapport au stade pubertaire. Donc là, je vous ai mis les modes de compétition en adulte. Il y a une ligue pro de 9 équipes.
Ensuite, il y a une ligue un peu semi-pro et une ligue de développement un peu régionale. Et puis après, il y a des ligues étudiantes, des ligues vétérans, des championnats municipaux qui se mettent en place derrière, avec un club phare en Euroleague et 2 clubs en Eurocup qu'on a vu jouer là. Non, Ritas et Neptunas Klaipėda. Ouais, et des équipes en BCL. Le basket féminin, il a une place assez faible dans le basket lituanien. C'est seulement 25% des pratiquants, avec une ligue qui est une ligue balte et pas une ligue lituanienne, qui compte 7 équipes lituaniennes et il y a 3 autres équipes baltes, lituaniennes et estoniennes, si ma mémoire est bonne, et qui a encore peu d'académies qui se lancent sur l'accueil des filles. Zoé Wadou nous dit qu'il y a un manque de financement et d'engouement dû au manque d'exposition. Elles nous disent que malgré le fait qu'elle soit l'une des plus grosses équipes lituaniennes, elle joue des fois devant 150 ou 200 personnes, alors que on a vu qu'à Kaunas et même à Vilnius, les salles sont archi combles. Voilà, donc il y a pour le moment encore un travail à fournir sur le basket féminin. Voilà, ça c'est l'architecture qui garde vraiment ces trois niveaux. Voilà, avec des ligues étudiantes où dans les ligues étudiantes, les joueuses peuvent jouer dans les 2 divisions, soit sur la ligue régionale, soit sur la ligue amateur. Euh, Autre sujet qu'on a voulu vous remonter, c'est l'arbitrage. On a fait 4 matchs, chaque sélection a joué 4 matchs. Ce qui ressort quand même, c'est que les arbitres, ils sont considérés comme des athlètes de haut niveau, en fait. Ils ont la même considération et ils considèrent que c'est une voie d'expertise. Ils sont tous payés, les OTM aussi. Alors nous, ce qu'on a vu sur tous les matchs qu'on a fait, c'est que c'était une personne qui tenait la table. Et il faisait une feuille de marque papier et en même temps, elle tenait le chrono. Alors je ne sais pas si c'est spécifique en fait à l'académie et à la semaine qu'on a fait. En tout cas, ils essaient de réduire au maximum ces coûts-là et les gens sont tous payés. On a systématiquement eu 2 arbitres par rencontre, d'accord? Bon, voilà, on voit qu'il y a une grosse organisation par rapport à ça. Et on voit surtout que on a des arbitres qui sont plutôt expérimentés, qui connaissent vraiment le jeu. Et donc ça s'explique par le fait qu'ils démarrent très tôt, entre 14 et 16 ans. Ça démarre peut-être un peu plus tard chez nous. Ils arbitrent beaucoup très tôt. Ils arbitrent beaucoup en club et notamment aussi sur la ligue scolaire. Et ils mettent en place systématiquement un mentoring, d'accord, pour accompagner les jeunes arbitres. C'est-à-dire que les jeunes arbitres, très tôt, ils sont tout de suite avec un arbitre expérimenté pour pouvoir s'exprimer et pour pouvoir être corrigés très tôt. Donc ils ont beaucoup de feedback très tôt et ils travaillent tout de suite avec quelqu'un d'expérimenté. Et puis, on valorise aussi les parcours de joueurs pour avoir des reconversions sur les arbitres. Et les Lituaniens, ils considèrent qu'un ancien joueur, c'est un futur arbitre potentiel. Voilà, donc ça, c'est aussi important à relever. Dans les constats des matchs qu'on a fait, enfin, moi, je me suis occupé des stats chez les filles. Il y a des matchs, on a fini à 9 fautes des 2 côtés. Donc, ils sifflent très, très peu. Et ils filtrent vraiment tous les coups de sifflet qu'ils vont mettre. Et ils ne prennent que les coups de sifflet qui n'influent pas sur le jeu ou qui vont vraiment influer sur le jeu. D'accord? Donc, la moyenne des matchs, c'est entre 10 et 20 fautes sifflées pour les 2 équipes. Donc, ça développe quand même une dureté importante et un engagement des joueurs. Donc parfois, nous, notamment sur les derniers matchs contre les sélections lituaniennes, on a été un peu surpris de ça. Par contre, on considère que les arbitres, enfin, on a constaté qu'ils avaient une connaissance très poussée du jeu. Ils ont une attitude très respectueuse, avec une posture à la fois ferme, mais par contre horizontale. Ça veut dire qu'il n'y a pas de forme de, j'en sais rien, de condescendance. Enfin, en tout cas, ceux qu'on a rencontrés, ils ont toujours été dans le dialogue et on a plutôt une position horizontale. Et de l'autre côté, c'est qu'on n'a vu aucun coach lituanien pigner après l'arbitrage, quoi. Ça veut dire qu'on a vraiment eu des coachs qui comprenaient que l'arbitrage est au service du jeu. Ensuite, si on va sur le versant des entraîneurs, là, on a l'un des entraîneurs les plus capés là, de Vilnius, qui est un ancien qui s'occupait des filles. C'est un diplôme universitaire. Donc, pour être payé, puisque tout le monde est payé, il faut un bac+4 en sport. Et donc, ça, c'est fait avec l'université sur des études universitaires. Généralement, l'entraîneur, il suit une catégorie d'âge. Ça veut dire qu'il prend la catégorie d'âge en U12 et il va la suivre jusqu'en U19.
et ils gèrent souvent plusieurs niveaux pour pouvoir vivre. En fait, ils ont un niveau de rémunération avec le nombre d'heures qu'ils vont faire et avec le niveau et les résultats qu'ils vont faire. Et vous verrez que le fait d'être bien payé par rapport aux résultats qu'on a, ça peut avoir des effets un petit peu pervers derrière. Donc, quand j'entraîne en division A, puisque j'ai 5 entraînements par semaine, j'ai 15 heures hebdomadaires et je suis obligé d'aller chercher une deuxième ou une troisième équipe à côté. Plus j'ai de résultats, plus je suis payé, moins j'ai besoin de prendre d'équipes supplémentaires derrière. Donc, ça, c'est quand même quelque chose que nous, on n'a pas trop l'habitude d'avoir et qui nous a un petit peu interloqué. Ensuite, il y a un système de valorisation des coachs qui a été fait. Moi, j'ai discuté avec la coach de la sélection U15 le dernier jour, là, et elle nous disait que c'est l'État qui avait, avec le ministère des Sports, décrété que les coachs devaient être valorisés en fonction de ce qu'ils gagnaient. Et du coup, ils avaient 3 catégories de financement. D'accord? Donc, quand j'étais un petit coach qui démarrait avec mon équipe U12, j'étais en catégorie 1. Et puis après, plus je gagnais et plus je montais dans les catégories, et plus j'allais dans les hautes catégories et qui me permettaient de mieux être payé. Et ça posait quelques problèmes parce que, du coup, on a vu, nous, beaucoup de zones en U15. On a joué pratiquement contre presque que des zones, du coup, parce que ils veulent gagner pour pouvoir mieux gagner leur vie. Et puis la deuxième chose, c'est qu'ils ont mis beaucoup d'organisations collectives très très tôt et très chiadées et que ça allait même jusqu'à ne pas sortir des prospects, protéger des joueurs. Nous, on ne l'a pas vu, mais en tout cas, c'est ce qui m'a été remonté sur. Ça allait jusqu'à des coachs qui trichaient sur l'âge des joueurs. Donc, ça, c'est quand même le côté pernicieux un petit peu de ce système de valorisation. Voilà. Ensuite, on reviendra sur la conclusion parce que je sais qu'Antoine, il a préparé des choses, mais en tout cas, il y a deux, trois idées clés qu'on peut ressortir de ça. C'est qu'il y a un lien très fort entre les écoles, les mairies et les clubs. Et donc ça, tout le monde travaille ensemble, que ce soit plutôt dans les académies municipales d'ailleurs. La priorité, on a bien senti qu'elle était quand même mise sur le basket compétitif. Il y a très très peu de pratiques non compétitives. L'encadrement pro, ça c'est important. On a constaté, Julien va en parler après, l'exigence, donc je ne reviendrai pas dessus. Le volume d'entraînement, je ne reviendrai pas dessus. Le coût mensuel des licences, c'est quelque chose qui nous a vraiment, vraiment impacté. Et on a été à l'autre bout de la Lituanie, près de la Biélorussie, dans des infrastructures type Krebs, qui étaient vraiment hors normes. Alors après, c'est peut-être juste les gymnases où on est allé, mais en tout cas, tous les gymnases qu'on a fait étaient hyper qualitatifs, quoi. Voilà. Et donc après, dans les moins, la valorisation des coachs, je viens d'en parler, la compétition plus, 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 et l'avènement du basket féminin est peut-être encore à retravailler pour eux. Voilà pour ce que je pouvais vous dire. Très bien, merci Seb. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat si vous avez des questions. Et on va enchaîner avec Julien, et puis pour qu'on puisse laisser un petit temps à la fin quand même d'échange si besoin. Julien, c'est bon pour toi? Ouais. Donc là, Julien va nous présenter plutôt la partie centre de formation, les Algiris Kaunas. Ouais, attends. Je vais juste remettre en plein écran. Tac. Voilà. Et ensuite. Non, ça, je veux pas. Chier ça. Hop, partager. Hop. Est-ce que vous voyez notre écran? Ouais, c'est bon. Oui, bon, rebonjour à tous. Moi, je vous présenterai la partie du Zalgiris Kaunas, donc de l'académie du centre de formation. On a eu 2 temps vraiment d'échange. Le premier temps, c'était le jour de notre arrivée. On a eu, comment dire, le directeur du centre de formation qui nous a présenté un petit peu le fonctionnement. Et puis, on a eu la chance aussi, au cours de la semaine, sur une journée, d'aller voir les entraînements de l'académie qui se préparait pour la NGT. Donc, on a eu la chance d'assister à 2 entraînements de la Zalgiris Kaunas. Donc, ce qu'on retient, les résultats capturent des instants, le développement façonne des carrières, c'est que le joueur, il est au centre du processus. C'est un petit peu ce qu'on avait repris du voyage qui avait été aussi en Serbie il y a une dizaine d'années. Ça me fait penser à cette phrase-là, la tactique pour un jour, la technique pour toujours. L'idée, c'est vraiment comment dire, de mettre vraiment le développement technique, c'est vraiment la priorité absolue, le fait de former des joueurs.
Et l'approche, elle est vraiment centrée autour de ça. Donc bien sûr, le développement technique au-dessus, le développement tactique, le développement athlétique derrière, et également le développement de la personnalité. Ce qui est intéressant au travers de ce qu'on a retenu aussi, c'est qu'ils sont dans leur programmation, voilà, s'il y a un taux de réussite de 80%, on va reparler du Green Book qu'ils ont mis en place. Du coup, il faut qu'ils soient en réussite à 80% pour passer à l'étape d'après. C'est-à-dire qu'ils ne font pas une programmation type, c'est vraiment en fonction des joueurs et en fonction, il y a beaucoup d'individualisation. L'ADN du Zalgiris, du joueur du Zalgiris, c'est aussi, voilà, ils sont à la recherche d'une certaine personnalité. Et ça, on l'a vu sur le match pro d'Euroleague. On le ressent aussi sur les entraînements. C'est pas juste, voilà, c'est vraiment, je pense, un état d'esprit sur lequel ils ont avancé en tout cas. Et en tout cas, c'est ce qu'ils recherchent dans leur process de recrutement, la mentalité de guerrier, de la confiance sans arrogance, de la résilience, l'esprit de sacrifice, du respect, et puis voilà, soutenir ses coéquipiers quel que soit le résultat du match. On a vraiment senti que ça, c'était quelque chose d'important. L'architecture des équipes, Zalgiris, donc il y a forcément l'équipe pro, et il y a ensuite deux équipes. Ce qui pourrait correspondre à un centre de formation. Ces équipes-là, elles ne jouent pas en championnat de France ou en championnat U18, comme chez nous, elles jouent sur le niveau 2 et le niveau 3 que vous a présenté Sébastien tout à l'heure. Autre chose, ils prennent des jeunes de 15 à 21 ans, mais les passerelles vont très très vite. C'est-à-dire qu'un jeune de 15-16 ans, donc vu qu'il joue en championnat quasi senior déjà, il peut éventuellement jouer directement sur l'équipe 2. Voilà, donc les tranches d'âge sont basées là-dessus, mais il nous disait que bon, voilà, on pouvait, comment dire, avoir s'il y avait des jeunes très talentueux qui avaient 16 ans, déjà être sur le Zalgiris 2. Donc, donc voilà, en gros, un petit peu l'architecture. Ils ont une vingtaine de joueurs sur l'académie. Juste pour vous donner aussi une histoire de budget, est-ce on l'avait eu, c'est environ, je crois, 900 000 euros. Donc c'est quasiment un budget d'un petit club de N1 par rapport à ce centre de formation. Et ça correspond à 20% du budget global du club, je crois. Ce qu'on a retenu aussi, c'est la vidéo et l'analyse qu'ils en font. C'est-à-dire ça, moi, ça m'a interpellé parce que je pense que nous, on fait beaucoup de vidéos. Eux, ils en font, mais par exemple, sur l'équipe 3, c'est uniquement sur la performance de sa propre équipe. Ils font pas de scouting. Donc, c'est-à-dire que sur la troisième division, voilà, leur équipe 3, il n'y a pas de scouting. On est vraiment voilà, sur un focus sur soi. Et on commence à avoir quelques sessions ciblées un petit peu sur du scouting pour les préparer au monde professionnel sur Zalgiris 2. Par contre, ils font de la vidéo individuelle. C'est-à-dire que là, on parlait que des vidéos plutôt collectives, mais ils font de la vidéo individuelle. Donc ça remontre une nouvelle fois qu'ils mettent vraiment le joueur au centre du process. Mais voilà, peut-être que le scouting, peut-être que nous, on le fait vite, vite et tôt, et peut-être qu'on en oublie l'essentiel, à savoir les vidéos individuelles et puis se centrer sur notre équipe. Donc voilà, en tout cas, c'est ce que nous, on a remarqué. Le fameux Green Book. Le Green Book, c'est un programme, en fait, qu'ils ont. Donc ça, on a eu accès à tout, 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 sauf à ça, mais c'est ce qui est logique, je pense. C'est qu'en fait, c'est un référentiel unique, voilà, ils expliquent comment ils veulent qu'on joue les équipes du Zalgiris. Et voilà. Et donc à chaque niveau, il y a des choses à mettre en œuvre. Et donc chaque coach, même s'ils sont, il disait, avec un petit peu de liberté, doivent respecter quand même ce Green Book. Donc voilà. Aucune contradiction n'est permise. L'idée, c'est zéro fusion. Toujours pareil, dans cette même idée, de mettre le joueur au sens du process, et pas l'équipe. Juste l'identité un petit peu de jeu, l'identité défensive, c'est vraiment ouais, cette idée de soumission un peu collective, c'est rigueur. Rigueur, c'est-à-dire que en gros, là, on tergiverse pas. Si on a décidé de faire ça en défense, on fait ça.
Donc c'est vraiment, voilà, ils sont vraiment à fond là-dessus. Et contrairement à ce que nous on a pu voir justement sur ces idées de championite un petit peu sur les catégories inférieures, eux ils font très peu de zones. En tout cas, voilà, ils veulent pas, voilà, ils veulent vraiment être plutôt dans tout ce qui est défense homme à homme, etc. Et puis voilà, en défense, pas d'improvisation, on suit les règles par cœur. Donc là, ils sont vraiment très rigoureux sur l'aspect défensif et très exigeants. Sur l'aspect offensif, un peu plus de liberté, voire plus de liberté, hein, pas un peu plus, plus de liberté. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de règles. Mais en gros, le système sert à créer l'espace et le joueur crée le jeu. Donc, il cherche à avoir des joueurs intelligents dans le jeu, des joueurs créatifs. Voilà, c'est vraiment autour de la lecture de jeu. Mais il laisse beaucoup plus de liberté sur le plan offensif que sur le plan défensif, s'il y a quelque chose à retenir. La gestion de l'erreur, comme souvent, voilà, l'agressivité est encouragée, c'est pas grave en soi. Je reviendrai un petit peu, je vais vous montrer quelques images de l'entraînement qu'on a eu en fin de présentation. Juste par rapport à ça, par rapport aux attitudes, c'est que à un moment donné, le coach le coach du responsable du centre de formation, on a rigolé avec Sébastien parce que sur la première séquence, on s'est dit putain, il va pas avoir son DETB, il arrête toutes les 30 secondes. Il mettait une exigence très importante et donc en fait, il n'y avait pas de temps de pratique. Sauf qu'après, il a vraiment laissé jouer, mais il a imposé vraiment ce qu'il voulait, mais de manière très précise dès le début de l'entraînement, en arrêtant toutes les 10 secondes sur une situation pour dire voilà, c'est ça que je veux, donc pour montrer un petit peu la rigueur. Et après, il a beaucoup laissé jouer et il est réintervenu, mais on reviendra après sur le fonctionnement qu'ils avaient en staff. La méthodologie du tir, c'est une nation qui est reconnue aussi pour leur shooter. Voilà, donc ils ne changent pas toute la structuration du tir. Voilà, ils sont pas. Euh, voilà, ils cherchent pareil, à ressentir chez le joueur dans quoi il est le plus à l'aise. Une chose est sûre, c'est qu'ils font beaucoup de volume. Donc ça c'est important, de la répétition. Il y a quand même de la correction, et donc voilà, mais un détail max, pas de reconstruction totale. Donc voilà. Et après, bien sûr, c'est qu'ils font du tir sous fatigue et puis en situation jouée, des situations de match. Voilà, donc ils contextualisent le tir. Donc il y a trois manières chez eux au niveau de bosser le tir qui sont complémentaires. Le volume, la répétition, voilà, apprendre à mettre dedans. La correction, peut-être un peu mieux tirer, améliorer un petit peu sa gestuelle. Et surtout, il le recontextualise dans le jeu. Je vais vous parler maintenant du profil de recrutement. Donc, il cherche d'abord des joueurs qui sont résilients. Voilà, la réaction à l'échec. Voilà, le joueur redemande-t-il la balle après un raté? C'est des critères pour eux qui sont très importants. Les autres critères qui sont importants, bah, qu'on le veuille ou non, le basket est un sport de grand. Donc le potentiel physique Euroleague, donc ils recherchent ce type de profil, des joueurs voilà, à plus de 2 mètres, avec une envergure de malade et compagnie. Et ils ont un truc aussi avec les late bloomers, c'est-à-dire que bah, ils sont patients pour les profils à maturité tardive, qui malheureusement ont du mal à être un petit peu plus recrutés, évalués du fait de ce qui se passe sur les catégories inférieures avec beaucoup de championnats. Et donc du coup, ces gamins-là, voilà. Cependant, enfin, la Lituanie est un petit pays, donc ils arrivent quand même à trouver des joueurs à développement un peu tardif. Donc voilà, ils cherchent des guerriers, confiance sans arrogance, sacrifice pour l'équipe. Donc ils respectent dans leur recrutement ces valeurs-là. Antoine, tu avais une question? Ah, c'est juste pour compléter ce que tu as dit tout à l'heure sur le fait sur la posture du coach. Moi, un truc qui m'a marqué, c'était la qualité d'écoute des joueurs pendant les nombreuses interventions qu'il pouvait y avoir à un moment donné, et même tout au long de la séance. Et ça, souvent, on dit dans la détection, enfin dans les critères, la qualité d'écoute d'un joueur qui est fondamentale. Et là, on a vraiment senti que les gens étaient hyper focus, hyper concernés, et à chaque prise de parole, il y avait une vraie qualité d'écoute. Ça, c'est assez remarquable quand même. Oui, tout à fait. L'héritage en chiffres quand même. Alors, 7 joueurs draftés en NBA, 8 joueurs d'Euroleague, 20 représentants en équipe nationale, 25% de toute la ligue lituanienne issue du centre de formation de Kaunas. Donc c'est une vraie référence. Euh,
On a vu 23 joueurs en NCAA. Chez eux, en tout cas, c'est une vraie valorisation. De se dire, bah tiens, on a des joueurs qui sont partis en NCAA, et en tout cas, c'est chez eux un outil d'évaluation, alors que chez nous, c'est plutôt un outil de. Oula, attention, s'ils partent trop vite aux États-Unis, il faut qu'ils jouent en France, etc. Voilà, donc en tout cas, eux, ils valorisent le fait qu'ils ont des joueurs du centre qui partent en NCAA. Et d'ailleurs, l'entraînement qu'on a vu, il était entièrement en anglais. Et la question qu'on a posée, c'est pourquoi il était en anglais? On dit parce qu'ils ne comprenaient pas, il y avait un laiton dans l'équipe du centre. Ils ont dit non, non, c'est pas pour ça, c'est pour les préparer à aller à l'étranger, en fait, et à parler déjà anglais. Et on a trouvé ça, on s'est tous regardés en disant, non, non, ça. Il a parlé une fois en lituanien, et c'était le moment où il y a eu le recadrage, on l'a bien compris. On a bien sorti le changement de ton. Justement, bah, on va en parler un petit peu. Sur la séance type qu'on a pu voir, voilà, c'est une séance préparée à la minute. Il y a toujours le chrono dans la salle. Voilà, il y a eu 30 minutes avec le préparateur physique qui a fait vraiment un travail remarquable. Nous, on avait nos deux prépas, là, que ce soit sur les deux pôles. C'était vraiment très intéressant ce qu'il a fait, notamment avec des sprints. Je vais vous montrer un petit peu les vidéos. Voilà, clapping et check différents, des pauses boissons qui sont relativement longues, c'est un temps de décharge entre les joueurs, il les laisse prendre le temps, il les speed pas sur les pauses boissons, voilà, ça leur permet de discuter, d'échanger ensemble dans un coin de la salle, c'est leur temps à eux. Et puis le travail individuel en fin de séance, ça, on a trouvé ça intéressant, on a posé la question pourquoi. Et le coach nous disait que pour gagner des matchs en quatrième quart-temps, il faut faire des choses simples et maîtriser ses fondamentaux. Et pour eux, c'est important toujours dans cette idée de mettre l'individu au sens du process, c'est de se recentrer sur eux et sur le travail à faire dans l'individualisation en fin de séance et non de terminer par des situations jouées. Et ça, c'est pareil, ça interpelle pas mal parce que nous, on le fait plutôt souvent en début de séance, voilà, mais peut-être pas assez en fin de séance. Les attitudes pédagogiques, alors il y a beaucoup de staff. Ils sont, je crois, 11, 8 entraîneurs à temps plein sur le centre, si je ne me trompe pas, sur deux équipes, 5 sur la première et 3 sur l'autre. Donc c'est vrai qu'ils sont vraiment staffés. Donc ça, c'est intéressant. Et puis sur la séance, bah, les coachs, ils quadrillent le terrain. C'est pas, ils sont vraiment autour des joueurs et ils fonctionnent ensemble. Il y a toujours des coachs en action un petit peu à méthode un petit peu américaine pour optimiser le temps d'entraînement. C'est-à-dire que quand ils veulent travailler quelque chose sur l'aspect offensif, bah, des fois les coachs ils sont partenaires sur l'aspect défensif. Voilà. Ça permet aux joueurs d'être focus. Il y a beaucoup de retours individuels. Les assistants ont fait énormément de retours individuels. Et ce qui était intéressant, c'est que ça se voit qu'ils ont l'habitude de travailler ensemble à plusieurs. C'est que le coach principal, qui est à côté de Vaido, là, recadre les aspects collectifs. Et par contre, dès qu'il y a un coach individuel qui commence comment dire, à donner quelques conseils, et ben tout de suite, l'autre coach individuel, c'est à ce moment-là où il va rechoper un ou deux conseils à un autre joueur, etc. Et on a trouvé que vraiment le fonctionnement par staff était vraiment top niveau. Voilà. L'intervention avec des tonalités différentes, on a parlé avec du coach principal, c'est-à-dire qu'il est capable de monter la voix, mais il est capable aussi de parler très calmement. Enfin, on a senti sur ses attitudes pédagogiques qui étaient vraiment plutôt intéressantes. L'entraînement en anglais, on en a parlé, il nous a expliqué pourquoi, c'est pour les préparer au niveau. Ils sont tous en short et avec sifflet. Moi, j'ai trouvé l'attitude aussi intéressante. C'est mine de rien, être en short avec le sifflet. Alors, le sifflet chez nous, c'est un peu une mauvaise connotation, mais en tout cas, ils sont tous. Le fait d'être tous en short, bah, du coup, on va aller plus facilement déjà sur le terrain, être partenaire pour peut-être voilà, faire les aspects défensifs, etc. Et j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Voilà, la feuille d'entraînement, comme on le voit, elle est dans le short. Ils ont tous leur feuille d'entraînement avec qui fait quoi. Il y a un coach qui s'occupe d'annoncer les équipes. Voilà, et puis l'utilisation du chrono. Donc les fautes d'équipe, les 24 secondes, etc. Des fois, ils comptent les points. Mais en tout cas, le chrono, il est au centre du process aussi sur les attitudes pédagogiques. Je vais juste vous montrer. Et je vais terminer là-dessus sur la vidéo. Donc ça, c'est à l'entrée du centre de formation. Bon, on voit la photo.
On voit que tout de suite, il y a énormément de... Ça, c'est la photo de Kaunas avec les joueurs pro. Sur le travail athlétique, en fin d'échauffement, voilà, on a trouvé des choses plutôt intéressantes. Ouais, des choses relativement simples, hein. Par contre, ce qu'on a remarqué, c'est que en fin d'échauffement, ils envoient vraiment sur des sprints, des courses à haute intensité en fin d'échauffement. Donc voilà. Ensuite, sur le fonctionnement en staff, bah, vous voyez, il y a les deux coachs voilà, qui sont sur les aspects défensifs. Euh, et donc voilà, ils sont tous actifs autour du travail. C'était le travail où il a recadré pas mal. Après, des choses simples sur des allers-retours, sur du 4 contre 3 plus 1, avec enchaînement. Là, il voulait travailler les aspects défensifs, donc le coach récupère la balle pour que les joueurs se remettent en place. En tout cas, on a un staff hyper actif. C'est eux qui arbitrent, ils sont tous en short. Voilà, ils sont partenaires vraiment de l'entraînement. C'est-à-dire que les coachs sont limite en sueur à la fin de l'entraînement quand même. Donc ça, je trouve ça intéressant. Voilà, des choses assez basiques hein, sur les notions de close-out. Et voilà, juste pour montrer un petit peu. Bon. Juste sur la salle, là-haut, vous avez en gros toutes les équipes. Là, c'est plus les titres de l'académie. Donc là, ils mettent ça au niveau comment dire, avec les joueurs qui sont passés. Pour rebondir sur ce que disait, en fait, il n'y a pas juste titre pour, je ne sais pas, le club Intel, etc. Ils mettent les joueurs. Ils mettent les joueurs et ils mettent vraiment ça au centre du process. Et même sur la salle des pros qu'on a visité dans l'Arena, c'est depuis toutes les années, ils mettent tous les joueurs qui étaient dans l'équipe. Donc voilà. Ouais, il y a une question. Alors, j'en ai pas parlé. Je crois que j'ai vu. Ils s'entraînent avec des cardios, donc ils ont un système là-dessus qui mesure vraiment la charge et des traceurs. Et donc là, du coup, tu as le prépa physique avec la tablette qui mesure tout en temps réel. Donc, il y a vous voyez en haut, là, il y a des boîtiers GPS. Et donc, tous les entraînements sont faits en fonction de la charge, avec des niveaux de charge un peu comme on peut faire, quoi, sur du rouge, de l'orange, du vert. Et voilà, un niveau d'intensité un petit peu différent. Mais oui, ils ont tous des traceurs GPS. Et ils nous disaient que justement, c'était une grande avancée pour eux. C'est un système qui coûte 20 à 30 000 euros, je crois, à l'année, qu'ils ont intégré dans leur budget, qui leur permet vraiment de mesurer la charge de tous les jeunes. Je continue vite fait. Donc là, ils étaient quand même en mode préparation un peu NGT, donc c'était un petit peu différent. Un drill de fin de séance qu'on a bien aimé. Le sens du sacrifice pour l'équipe, voilà. Apprendre à sauter sans aller au contre, à provoquer une charge. Il passe deux fois. En tout cas, au travers de ces valeurs-là, ce drill défensif, voilà, on trouve que l'approche de la notion de contact n'était pas inintéressante. Cette notion aussi de charge, il y avait des trucs vraiment intéressants là-dedans. Et puis, ça correspond à leurs valeurs et à mettre et à terminer sur le joueur au centre du process. Le travail individuel en fin de séance, des choses très 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 simples autour du travail des appuis. Donc voilà, avec différents groupes. Là, on est plus sur le groupe des arrières. Les groupes un petit peu plus d'intérieur étaient de l'autre côté. Voilà, ils séparent en trois groupes en général. Là, je vous ai mis pas mal de travail autour du tir. Voilà, et c'est vraiment sur un travail autour des appuis. Donc voilà, on a senti qu'il y avait quand même beaucoup beaucoup de travail individuel là-dessus. Euh, et, euh, et ça dure une demi-heure. Mais c'est des choses très, très simples, sur le travail de pied notamment. Donc voilà. Après, le petit 6, là, c'est le neveu à Jasikevičius. Il y avait le fils Lavrinovic. On sait aussi que, vu que c'est une région basket, quelque part, les anciens
anciens joueurs et les fils d'eux sont pas très loin aussi, comme chez voilà, du travail vraiment autour des appuis, mais des choses hyper basiques et hyper simples, mais on répète et on envoie. Ça revient avec cette idée de travail individuel plutôt en fin de séance, être focus un petit peu sur soi et se recentrer un petit peu sur soi, sur ses basiques. Et voilà. Donc, c'est garder un niveau de concentration et d'exigence sur le développement individuel. Le dernier point, c'est le rituel de fin de séance. Moi, je vous avoue que j'ai repris ça. Je trouve que c'est intéressant. En tout cas, j'ai gardé ça de là-bas. C'est que le discours, il est relativement court de la part du coach. Ça, c'est la première chose. Il ne fait pas un monologue. Qualité d'écoute. Les coachs ne sont pas que d'un côté. Vous voyez que le coach qui est juste là, voilà, ils sont au centre des joueurs. Et ce que j'ai bien aimé à la fin, c'est que bon, ils font leur petit cri, mais après, ils ont cette idée, ce rituel de check. Alors, ils sont staffés, mais du coup, j'ai trouvé que l'idée, elle est bien parce que du coup, on regarde les joueurs les yeux dans les yeux. Et donc, du coup, on trouve que c'est vraiment intéressant parce que, voilà, et les coachs, pareil. Donc, le check avec chaque joueur, mais en tout cas, c'est quelque chose que j'ai repris et je trouve qui est intéressant. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions, si Seb, tu veux remettre la conclusion. Je suis quasiment dans les temps. Moi, je rajoute un truc sur ce que tu as dit là. C'est un truc qui, moi, m'a vraiment marqué dans cette idée de l'approche centrée autour du joueur. C'est une approche vraiment, vous l'avez compris, centrée sur le développement du joueur, mais avec des vraies valeurs collectives et sur lesquelles tu n'as pas le droit de déroger, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui était assez marqué sur des valeurs humaines, en fait. Et même si on est hyper centré sur le joueur, on pourrait se dire, bah, tu es tellement centré sur le joueur que les gens, après, ils deviennent égoïstes ou individualistes. Et non, pas du tout, au contraire, parce qu'en fait, c'est hyper centré sur le joueur, mais avec des valeurs humaines et collectives qui sont tellement fortes que derrière, ça emmène vraiment tout le monde dans son propre développement au service de l'équipe et du groupe. Bon, merci Seb et Julien. On va conclure et peut-être laisser aussi quelques questions si vous souhaitez. Bon, sur la conclusion, je voudrais laisser Vaido peut-être nous dire quelques mots, notamment sur un point hein, qu'on a relevé, parce que vous avez vu, comme dans tous les stages, on prend beaucoup de choses, mais ce qui est intéressant aussi, c'est de prendre de la hauteur sur d'autres choses. Et là, nous, on a constaté que pour la compétition, il y avait une place trop importante et que dans leur système, ils avaient mis ça vraiment au cœur de leur fonctionnement. Et on a vu les dérives. Seb en a parlé. Je pense que tu l'as pas dit, Seb, aussi, mais de mémoire, le coach qui gagne le championnat est le coach de l'équipe nationale jeune. Donc tu gagnes le championnat, c'est toi qui coach l'équipe nationale jeune. Et donc il disait que malheureusement, à cause de ça, en fait, il perdait beaucoup de choses, notamment sur les profils tardifs et dans leur développement. Et nous, on a vu aussi des comportements justement qui étaient hyper centrés là-dessus. Et on en a vu les limites. Et c'est ce qu'on s'est aussi dit que finalement, c'est peut-être quelque chose qu'il ne faut pas retenir parce qu'eux vont sûrement vouloir revenir en arrière. Mais en tout cas, ça a été quelque chose d'assez flagrant pour nous. Et, euh, et puis le dernier point, avant que Vaido, tu finisses là-dessus, c'était aussi par rapport à l'Espagne, je fais un peu le parallèle sur les salaires des équipes. Euh, Nous, quelque chose qui nous avait un peu plus, on va dire, qui nous correspondait un peu plus, par rapport à ce qu'on a vu en Espagne, en lien avec ça, c'est-à-dire que c'est pas parce que tu gagnais les matchs que tu étais mieux payé. Eux, ils étaient partis en Espagne pour dire, en fait, chaque équipe première de tous nos niveaux, nos catégories phares, c'est-à-dire les U12, les U13, les U14, les U15, les U16, chaque coach de l'équipe première de ces catégories-là, il a le même salaire. Et donc, il y avait l'idée de dire, c'est pas parce que tu as les U18 ou les U17, tu es mieux payé, ou tu as gagné, tu es mieux payé. Non, que tu sois sur les U12 ou les U17,
tu as le même salaire à partir du moment où tu es coach de l'équipe première de ces niveaux-là, tu es formateur, donc tu as le même salaire. Pour que vraiment les gens soient plutôt centrés sur le développement et sur l'accompagnement plus que sur le résultat à court terme. Et ça c'est quelque chose qui nous avait enfin, qui nous correspondait mieux par rapport à l'Espagne et par rapport à ce qu'on a vu là en Lituanie. Vaido, est-ce que tu es toujours avec nous? Oui, oui, je suis là. Alors vas-y, c'est quand même toi le mieux placé pour nous parler de la Lituanie. Pas, oui et non, parce que après, déjà, je remercie pour cette présentation, parce que je pense que on a vu tout et c'était très, très précis et bien préparé. Euh, Point par rapport de formation et développement du joueur, je suis d'accord avec vous et c'est là, aujourd'hui, on cherche la solution aussi en Lituanie, comment on peut trouver l'équilibre entre la notion de gagner des matchs et former surtout la tardif. Nous avons cette envie de former les jeunes et à les amener le plus loin possible. Et je pense que nous avons les entraîneurs qui font ça. C'est juste que, comme vous avez dit, c'est le système qui ne permet pas. Parce que les systèmes valorisent les coachs qui gagnent. Et aujourd'hui, ce n'est pas si simple à s'adapter. Mais je sais qu'au niveau fédéral, ils cherchent la solution. Voilà. Après, un petit point peut-être sur manière générale de voyage étranger, je pense que c'est très, très enrichissant. Et là, dans l'exemple, quand j'étais jeune, avec mes équipes jeunes, U15, U16, U17, U18, on a voyagé beaucoup. Et je pense que c'est très, très intéressant parce qu'on voit comment le basket est joué ailleurs. Et c'est intéressant pour les joueurs, c'est aussi intéressant pour les entraîneurs, ces échanges. J'ai eu le retour très positif aussi de nos entraîneurs lituaniens qui étaient avec nous aussi, grâce à la partage que vous partagez avec eux aussi, parce qu'ils posent les questions comment on peut améliorer notre contenu, la méthode du travail. Voilà, et le résumé est très simple, il faut continuer à voyager à l'étranger, et il ne faut pas s'arrêter, parce que là, c'est que Lituanie, on a vu l'Espagne, et je pense que on a vu même les retours. J'ai deux, trois joueurs qui ont fait le voyage pour l'espoir, et on voit comment les joueurs grandissent très vite après ces voyages. Et je pense que ça, c'est les points très importants pour eux et c'est l'événement marquant pendant la saison. Voilà, merci. Merci Vaido, encore une fois. Pour terminer, pour conclure, ce sera mon dernier mot, Sim, pour vous montrer comment ça peut nous impacter sur nos pratiques. Directement, indirectement, bon, c'est un petit exemple hein, de quelque chose qu'on a ramené là récemment grâce à ce voyage, de par les échanges, en fait. C'est pas forcément quelque chose qu'on a vu, mais c'est des échanges qu'on a eus qui nous a amené. En fait, vous savez, des fois, quand tu fais des matchs, des fois, il y a des coachs qui mettent des sanctions quand tu perds. Tu perds un match, tu fais une sanction, bon, ça arrive encore, ça peut encore arriver, on le voit encore. Et là, des échanges, en fait, on a dit, mais en fait, c'est complètement con de faire ça. Pourquoi on ne ferait pas l'inverse? Et pourquoi on ne mettrait pas plutôt la notion de bonus? Et quand tu gagnes, en fait, tu as un bonus. Et plutôt d'avoir une sanction, tu as un bonus. Et le bonus, en fait, c'est quoi? Bah, c'est quelque chose qui va être utile pour toi dans ton développement. Et donc, nous, on a mis ça en place avec les jeunes du pôle. Quand il y a des concours de tir, quand il y a des oppositions, l'équipe qui gagne ou le joueur qui gagne, il a un bonus. Et le bonus, c'est quelque chose d'intéressant de développement pour toi. Donc, au début, ils te regardent, je dis, bah, je sais pas, moi, tu fais des pompes, parce qu'il faut que tu te renforces physiquement, tu fais des sprints, tu fais des shoots à 3 points, enfin, comme tu veux. Je trouve que voilà, le fait d'avoir rapporté ça comme ça, c'est arrivé dans les échanges qu'on a eus entre nous. Ça change un peu le regard aussi de tu gagnes, tu perds, le bonus. Donc l'idée aussi d'aller plus loin. Nous, on voit maintenant des jeunes, ils ont un bonus, ils se tapent 3 allers-retours en sprint, ils font du cardio, ils font des sauts, ils font du travail physique. Ça change notre regard aussi de la sanction qui était souvent une sanction en lien avec un travail physique. Et non, le travail physique, c'est pas une sanction. Au contraire, c'est quelque chose qui doit te développer, qui doit t'aider à être meilleur. Donc, c'est pas une sanction de faire du physique. Et donc, d'inverser le processus, voilà, c'est né de ce voyage-là. On a retiré ça et c'est un petit truc, c'est rien du tout. Mais en tout cas, c'est hyper riche et c'est grâce à ça qu'on a pu avoir cette idée-là pour le mettre en place. Et je trouve que ça fonctionne vraiment très bien. Donc, je vous remercie à tous pour votre attention. S'il y en a qui ont des questions, n'hésitez pas, on peut prendre 5-10 minutes, il n'y a aucun souci pour répondre à vos questions. Seb, vas-y si...
Non, moi juste pour vous dire aussi que on a enregistré la visio, on va la mettre sur YouTube, donc on va vous la renvoyer certainement, et puis vous pourrez la partager peut-être à des gens qui ne pouvaient pas être là ce matin. En tout cas, dans l'idée, c'était vraiment aussi de partager à tous les entraîneurs bretons et ligériens nos voyages, ce qu'on n'a pas forcément toujours bien, peut-être bien fait les années précédentes, on en est conscient, mais en tout cas, c'est une vraie richesse pour nos joueurs, des différents pôles, pour nous, le staff, ça vous l'avez bien compris, mais on a envie vraiment de le diffuser un petit peu aux entraîneurs de nos clubs, et donc du coup, il faut qu'on continue de partager là-dessus, et donc voilà, donc ce sera disponible. Oui, Greg. Oui, bonjour à tous. Moi, je voulais juste faire enfin, une micro-synthèse et rajouter juste un élément de ce que moi je vis sur le côté version universitaire. Et c'est vrai que ça fait 3 ans que je joue les Lituaniens systématiquement en demi-finale ou en finale de championnat d'Europe ou de Coupe du Monde. Et ils ont tout ce que vous avez indiqué à la fois sur la résilience mentale, sur l'obéissance aux règles, etc. C'est marquant. Nous, l'université de Kaunas, ce sont tous des joueurs qui jouent dans la même équipe en club et c'est l'équipe nationale de Lituanie U23 et ils sont tous dans la même université à Kaunas. Et du coup, Denus, avec qui j'échange beaucoup, les Algus, là, ils nous expliquent le fonctionnement. Et effectivement, ils ont 1 heure le matin pendant 6 mois de pré physique. Le soir, c'est 1 heure de 3-3. Et ils ont tous cette même formation. Ils sont les mêmes joueurs qu'on rencontre sur toutes les compétitions. Et après, ma collègue de boulot là, à Nantes est lituanienne. Elle est en France depuis 30 ans, mais elle est lituanienne. Et cette culture-là de l'obéissance, ça, c'est né, c'est culturel chez eux. C'est vraiment quelque chose, il y a pas de contradiction sur l'objectif qui est fixé, quoi. Quand on a dit qu'on faisait ça dans ce sens-là, il y a pas de tergiversation, quoi. Et voilà, je voulais apporter sur ce versant-là et voilà, sur ce que vous avez fait. Merci pour la vidéo. Ouais, merci, Greg. Alors, s'il y a d'autres questions, même chose, n'hésitez pas à vous lever la main. On peut prendre 5-10 minutes, il n'y a pas de souci. S'il n'y a pas d'autres questions, on va stopper, mais n'hésitez pas surtout. Des questions, des précisions, n'importe, hein, des remarques, hein. N'hésitez pas. Alors, je ne sais pas si je vois tout le monde. A priori, est-ce que dans le chat, il y a des questions? Il y avait Christophe qui avait demandé est-ce que sur les GPS sur les entraînements individuels, oui aussi, effectivement. Voilà, ben, s'il n'y a pas d'autres questions, encore une Si, moi, fois. Ah oui, je suis vas-y, Christophe, intéressé pardon. Oui. pour creuser la question sur les GPS, le cardio. Je m'adresse peut-être aux préparateurs physiques s'ils ont suivi. Parce que moi, j'ai eu la discussion avec un entraîneur de haut niveau là-dessus et la surprise qu'ont eu les préparateurs physiques sur la charge de travail dans lequel ils expliquaient, en tout cas en France, après, pour ça que je suis intéressé sur la comparaison, que la charge de travail sur les entraînements individuels, avec les entraîneurs individuels, était beaucoup, beaucoup plus importante, en tout cas constat GPS et cardio, que sur le fameux 5-5 qu'on fait ou 4-4 qu'on fait. Mais est-ce que vous avez eu des discussions Oui. autour de ça? Est-ce que c'est le même constat? Mm. Ah. Moi, je peux mettre un élément de réponse et puis après, Antoine, tu vas compléter. Mais en gros, c'est avec le système Kinexon. Mhm. Et donc, le coach adapte le volume individuel en temps réel selon la couleur du joueur. C'est-à-dire qu'ils le font aussi en live. C'est-à-dire qu'ils sont capables d'arrêter des joueurs parce qu'ils les voient en sur-régime au vu des datas Mhm. qu'ils ont. Donc, du coup, ils peuvent être souvent, justement, pas jusqu'à la blessure. Et en fait, ils nous disaient qu'ils avaient nettement moins de joueurs blessés depuis qu'ils avaient ce système-là. Alors, c'est un vrai investissement, parce que ouais, je crois que c'est quelque chose comme 30 000 euros. J'ai vu que Julien était par là. Peut-être que Julien, tu peux préciser deux, trois choses, ou Antoine. Mais voilà, en tout cas, Ouais, c'est moi ce que je peux déjà, te dire. ouais, déjà, par rapport à la question de Christophe, c'est exactement le même constat. C'est justement pour ça qu'ils ont fait ça. C'est aussi pour voir les impacts que l'entraînement a sur l'aspect physique. Et effectivement, un entraînement individuel peut parfois être beaucoup plus sollicitant qu'une séquence de jeu en 5-5. Et, euh, et donc, ils adaptent. Le gars, il a son ordi, en fait, avant, et ils font en direct. C'est ça qui est assez incroyable. Je ne sais pas si Julien Dugas, tu as deux, trois éléments à rajouter.
Non, non, tout a été dit. Globalement, c'est ce que. Enfin, on a eu peu d'échanges avec le prépa physique, mais c'était la logique. En fait, ça se permet de réaliser un petit peu les efforts qu'ils vont pouvoir faire sur des séances individuelles en quantifiant au quotidien. Donc, le prépa physique, il est là sur chaque séance. Donc, séance indiv ou séance collective, ils ont forcément les GPS. Ça leur permet d'identifier un petit peu le travail qu'ils ont fait. La principale raison de ce qu'ils disaient pour on va dire, les charges importantes sur le travail individuel, c'est le nombre de répétitions au final par rapport à ce qu'ils font sur les efforts collectifs. Je crois que c'est Julien qui l'a dit, mais l'entraîneur est coupé beaucoup sur les séquences collectives. Donc au final, ils ont des temps de passage qui sont relativement courts. Les temps effectifs sur leurs séances, ils sont relativement courts. Par contre, dès qu'il y a des passages, c'est des passages qui sont très intensifs. Et au contraire, sur les temps de travail individuels, beaucoup plus de répétitions, beaucoup moins de temps de repos. Donc, ben, au final, quand on compile sur une durée plus courte, le temps effectif était quand même assez important. Donc, un peu la même logique que ce que tu as pu dire, Christophe, en fait, surpris de la quantité de travail réalisé sur des séquences individuelles. Et pour compléter aussi un petit peu, pour montrer la place du développement athlétique, parce qu'il y a une vraie place, c'est qu'on a eu la chance de visiter le vestiaire d'Euroleague juste avant le match, le jour du match. Et en fait, c'est Sabonis qui avait ramené ça de Portland, c'est que la salle de muscu, elle est en open space dans le vestiaire. Pour montrer l'importance aussi, voilà, il y a le vestiaire, il y a une baie vitrée, et de l'autre côté, c'est la muscu, donc les mecs peuvent faire leur pré-échauffement. Sur la salle d'entraînement du centre de formation du Zalgiris, c'est la même chose. C'est une baie vitrée et la salle de muscu juste à côté de la salle. En tout cas, ça montre aussi l'intérêt qu'ils ont sur le développement athlétique. Christophe? Désolé de monopoliser la parole. Moi, j'ai une question sur les aspects mentaux, c'est-à-dire que vous l'avez évoqué dans le recrutement, vous l'avez évoqué dans les valeurs, et notamment, il y a une diapo là dans l'ordre à développer. Est-ce que vous avez rencontré ou est-ce qu'ils ont des spécialistes de ce domaine, préparateurs mentaux, psychologues, qui sont salariés ou intervenants ponctuels ou universitaires? Enfin, quelles sont leurs stratégies autour de ça, ou est-ce que c'est les entraîneurs qui gère ça? Bah, il y a une prépa. Tu veux répondre, Antoine? Vas-y, vas-y, commence. Il y a une prépa mentale qui est française sur l'Académie du Zalgiris Kaunas. Malheureusement, on n'a pas eu l'occasion d'échanger avec elle. Elle a été présente sur la fin de séance. Donc, ils ont des spécialistes. Ils ont aussi d'autres spécialistes qui sont peut-être un peu moins spécialistes sur les catégories d'en dessous. Mais en tout cas, il y a des gens qui gravitent autour de ça quand même, autour de la prépa mentale. C'est vrai qu'on n'a pas hyper questionné là-dessus. Après, il y a aussi un avantage qu'ils ont, c'est quand même qu'ils ont 5 coachs à temps plein pour leur équipe 2, quoi, tu vois. Même nous, sur les équipes, je pense, de pro à élite, il n'y a pas ça, quoi. 5 coachs à temps plein, ou quasiment. Et je te parle pas du prépa physique, de la prépa mentale, du manager, mais voilà, c'est 5 coachs de basket, quoi. Qui sont donc déjà, il y a aussi cette partie-là d'accompagnement un petit peu plus, c'est-à-dire le nombre d'entraîneurs de basket. Et par contre, on sait qu'il y a une prépa mentale à temps plein sur le centre de formation. Ok, il y avait une question de Thomas dans le chat aussi qui était, est-ce que c'est envisageable de réfléchir à un projet de développement de ce type de projet en formation continue des cadres? Réflexion, projection. Alors, si je comprends bien, formation, ce serait de ces expériences-là, de monter une formation continue un peu au travers ces réflexions-là. Alors, sans aller vraiment sur une formation continue des cadres, on avait, nous, l'idée de faire, suite à ces visios, essayer d'organiser des temps plus réguliers de visio de ce type-là. Parce qu'en fait, on a constaté que, et vous avez sûrement ici, je suis sûr que dans les gens qui sont là, chacun a déjà sûrement fait des voyages comme ça à l'étranger pour voir d'autres choses. Nous, on organise beaucoup avec la Fédé, il y a beaucoup de ligues qui commencent à partir, il y a beaucoup de clubs aussi. Et en fait, on aimerait créer comme un réseau de synergie, de dire peut-être une fois tous les mois, tous les 2 mois, on prend 45 minutes
et on essaie de faire un retour comme là on a fait de quelqu'un qui a été de voir une expérience et d'essayer d'organiser des rendez-vous un peu plus réguliers autour de toutes les expertises et les expériences que tout un chacun on est amené à vivre et d'essayer de faire vraiment ressortir des choses qui nous ont marqués et qui peuvent nous changer aussi parce que c'est ça l'idée, c'est pas juste de raconter notre vie, c'est de se dire bah, en quoi on a changé et en quoi peut-être ça peut faire changer nos pratiques et nos regards. Donc voilà, c'est ça, ce serait un peu l'idée après d'ouvrir sur d'autres, d'ouvrir ces voyages à d'autres entraîneurs. Après, c'est toujours un côté financier, mais ce serait techniquement envisageable, effectivement. On avait une question aussi, je sais pas, je vois technicien 2, je sais C'est pas qui c'est. Elodie. Ok, C'est Elodie salut au Elodie. Ouais, vas-y. Juste pour revenir un peu sur les filles, vous en avez pas parlé, mais vous avez vu, vous, ou pas? Sur la partie féminine, vous avez Ouais. assisté à des choses ou pas? Ah oui. Je Je pense sais. on a assisté à des entraînements sur l'Académie de Vilnius. On a vu des bouts d'entraînement Ouais. au niveau des féminines. Mais Ok. on a eu surtout enfin, Zoé Wadou. Enfin, Julien peut peut-être aussi en parler parce qu'elle a été top. Elle est venue beaucoup échanger avec les gamines chez nous. Et donc, c'est plus les échanges qu'on a eu avec Zoé, plus les échanges qu'on a eu avec les gens. Mais c'est vrai que sur l'aspect féminin, bah, par exemple, sur les matchs qu'on a fait avec les filles, il y avait quand même des vrais déséquilibres. Elles ont eu la chance, par contre, donc elles ont joué plutôt contre des U17, U16, U17, U18, nos U15 des deux équipes pôles. Mais par contre, elles ont eu la chance de pouvoir affronter l'équipe U15 de la sélection nationale le dernier jour pour les Bretonnes et les U16 pour la Ligue des PDL. Je ne sais pas si Julien, toi, tu veux compléter un petit peu parce que tu as peut-être vu plus de choses, mais Après, ma question, elle était aussi autour du staff. Du coup, c'était du Ouais. féminin ou du masculin? il y avait une ancienne joueuse là. Oui, nous, après, souvent on avait un staff de deux ou trois personnes. Il y a eu un staff avec une Hall of Famer, hein, FIBA, dont c'est Stremikidze, elle s'appelle. Elle joue en France d'ailleurs. Après, le staff, il était aussi assez conséquent. Nous, ce qu'on a constaté, on joue la sélection nationale U15 le dernier jour. Un truc tout simple, mais à l'échauffement, on se rend compte qu'elles ont très peu d'ambidextrie. Donc on fait weak et on les oriente sur la main faible et ça les désorganise complètement tout le match. Et du coup, on arrive à gagner le match malgré le fait que physiquement, il y a quand même deux, trois grosses joueuses. Julien, lui, il pourra peut-être témoigner. Il joue la sélection U16 qui a un an de plus. Et là, le problème il était complètement différent. C'est-à-dire entre les U15, donc soit il y a eu un écart de génération, soit entre l'année U15 et U16, il y a eu un énorme travail qui a été fait, mais eux, c'était pas possible d'envoyer main faible, je pense. Je sais pas si tu peux témoigner de ça, Julien. On veut que tu parles, Julien, en fait. On t'entend pas, Julien. Non, ça marche pas. Le langage des signes, peut-être. Il y a son micro qui est toujours coupé. Ouais, même quand il le met, Ouais, Ouais, il y a non, un petit on t'entend pas. C'est pas grave. Et donc, Donc staff voilà, après, masculin, féminin, mixte? nous, c'était sur l'Académie de Vilnius, c'était plutôt masculin avec des assistantes féminines. Et par contre, la sélection nationale, c'était l'inverse. C'était Ok. une ancienne joueuse pro qui est passée par la France, là, qui parlait parfaitement français d'ailleurs, avec deux assistants masculins et une deuxième fille derrière. Voilà. Après, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, en discutant avec la coach nationale U15, il y a très peu d'académies Oui. féminines pour le moment. Donc, puisque Hmm. ça Oui, on correspond voit au le quart des déséquilibre. pratiquants. Ouais, c'est vraiment choquant, c'est ça qui est choquant, hein. Basket masculin, tu vois que c'est une institution, c'est la religion, et alors que c'est ce qu'on disait, c'est les garçons ils font du basket et les filles elles font plutôt de la danse, enfin elles sont pas orientées sur le basket et il y a vraiment un gap mais qui est incroyable, hein. Et par rapport à chez nous, rien à voir. Mais bon, ils Ouais. bossent, je sais qu'ils bossent beaucoup pour avancer quand même, hein. Mm. Oui, non, mais c'était pour savoir. Merci.
Jumelle, toi. Ah, c'est bon, Julien, t'es là? Là, vous m'entendez là? Ouais, parfait. Oui. Ah, désolé, j'avais un problème de micro. Ouais, bah pour confirmer un peu ce que Seb a dit sur les équipes nationales qu'on a eu la chance de rencontrer. Les Bretons ont rencontré les U15, nous les U16, et c'est vrai qu'il y a un niveau, notamment autour des habiletés et balles en main, énorme entre ces deux catégories-là. Et puis bien évidemment la richesse de pouvoir jouer une équipe nationale U16 avec le pôle. C'est vraiment des J'imagine. moments vraiment très très riches pour les joueuses et pour l'encadrement. Après, ce qu'on a vu aussi, ben nous, on l'a vu sur tous les matchs qu'on a fait. Je sais pas toi, Julien, mais il y a un post-up qui est déjà très présent, quoi. C'est-à-dire qu'ils postent les filles très tôt dans du jeu installé près du cercle. Bon, après, ils ont des gabarits qui sont assez grands et assez costauds, mais c'est très organisé très tôt, avec, je trouve, un peu moins de polyvalence que chez nous. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Après, moi, je peux enchaîner avec une autre, qui Vas-y. n'a rien à voir. Vous avez parlé aussi bien en Espagne qu'en Lituanie du fait que les catégories étaient sur un an et pas sur deux comme chez nous. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être envisagé ou pas du tout? Ou c'est Bah, une piste ou de moi, réflexion qui- moi, je pense que qui- ce qui peut être envisagé, ce qui peut être difficilement envisageable parce qu'on ne le maîtrise pas, c'est changer les catégories au niveau national, fédéral, parce que ça, c'est bien pas sûr. notre ressort. Par contre, d'organiser nos championnats, nous, après, par catégorie, franchement, il n'y a pas grand-chose qui nous l'empêcherait. On pourrait très bien le faire. Et même, je sais que dans certains clubs, déjà, les équipes sont organisées par année d'âge. Donc, bah, après, il faudrait juste arriver à bien adapter les choses mais pour que les niveaux soient équivalents. Mais oui, en tout cas, c'est une réflexion, moi, qui m'interpelle parce que ça fait 5 ans qu'on voit ça. Et franchement, Sur le foot, c'est présent, hein. Sur le foot, c'est présent déjà. Après, nous, on a quand même suffisamment de licenciés en Bretagne et en Pays de la Loire pour pouvoir le faire. Je pense qu'il y a dans d'autres régions en France, c'est pas possible. C'est clairement pas possible et c'est peut-être ça aussi qui bloque. Mais c'est pas dans les habitudes. Mais nous, avec le nombre de licenciés qu'on a, que ce soit sur les deux régions, je pense que ce serait en tout cas peut-être une bonne chose. Maintenant, il y a certainement d'autres conséquences qu'on ne connaît pas, quoi. Bah, il y a des conséquences d'infrastructure quand on a le gymnase dans lequel on s'est entraîné avec 3 terrains travers qui peuvent faire des matchs. Nous, dédoubler les catégories d'un point de vue créneau, entraîneur, OTM, arbitre, ça pose aussi des soucis, quoi. Forcément, mais charge au club peut-être de s'organiser dans un premier temps. Après, il faudrait Mais il faudrait pas le faire sur tous les niveaux, il faudrait le faire sur des niveaux élites. Il faudrait qu'on ait un championnat élite avec des clubs formateurs qui fassent des équipes par catégorie. Ça permettrait pour l'élite, en fait, pour nous, il y aurait suffisamment de volume dans ces structures-là. Et donc, ce serait largement envisageable, mais c'est une réflexion euh, qu'on peut avoir déjà chez nous, hein, en tout cas sur nos territoires. Mm. Il y avait Julien et Christophe, je crois, qui levaient la main. Par rapport à cette question d'année d'âge, est-ce que c'est uniquement sur la compétition et l'entraînement? Parce qu'on peut imaginer que les U13 continuent à s'entraîner avec les U12, mais que la compétition a lieu, une équipe U12, U13. Par rapport, nous, on pourrait penser, quand il y a deux équipes dans un club de la catégorie U13, ça ne changerait pas grand-chose d'avoir une équipe U12 et une équipe U13. Enfin, en tout cas, qu'est-ce que vous avez constaté déjà chez eux au niveau de l'entraînement? C'est vraiment séparé ou c'est uniquement en compétition? Ouais. Mm. Ben là, ils ont le problème, la Lituanie, c'est leur fonctionnement, c'est ce qu'on a dit et expliqué, c'est leur système, pour eux, est un souci aujourd'hui, parce qu'un coach a un groupe et une équipe, et il ne peut pas faire de passerelle avec l'équipe 2, puisque de toute façon, lui, il va coacher une autre équipe pour avoir un salaire complet, et donc en gros, il va avoir l'équipe U13 1, et puis il va avoir l'équipe U11 4, et donc en fait, lui, il a son groupe, son équipe.
Donc ça, c'est un souci, mais ça, c'est leur organisation à eux. Donc peu de passerelles, donc peu de liens. Je préfère garder mes joueurs que les envoyer à mon collègue parce que c'est un niveau plus adapté. Une fois que j'ai mon équipe, je garde mon équipe et si je fais des passerelles, je vais gérer 2 équipes et je serai payé que pour une. Par contre, en Espagne, la notion d'équipe, elle n'existe pas. Ils sont en capacité de s'entraîner avec des différents groupes et il y a cette équipe-là sur la compète, mais sur l'entraînement, ça peut. C'est pas lié avec forcément mon groupe, mon équipe, pas toujours. Et en Espagne, ce qu'on avait vu, c'est que les U13 s'entraînaient avec les U12, mais que les U13 s'entraînaient avec les U14. Et Mm. que les U14 s'entraînaient avec les U15 et que les U14 s'entraînaient avec les U13. C'est-à-dire que du coup, de temps en temps, ils mettent des niveaux de responsabilité différents. Et c'est pas parce qu'un deuxième année chez nous qui domine physiquement, si tu le mets pas avec le groupe supérieur, forcément, il va pas trop évoluer. Et puis celui qui est peut-être un peu tardif, qui est première année, bah, il va pas évoluer non plus. Alors que si tu mets de temps en temps le première année un peu tardif à s'entraîner avec la catégorie d'en dessous, il va se développer. Et si tu mets le joueur qui est un peu plus frais physiquement sur la dernière année avec la catégorie supérieure, il va se développer. Donc c'est plus, ça peut être aussi déjà. Moi, je sais que dans certains clubs chez nous là, sur la région rennaise, il y en a qui ont tenté ça. C'est-à-dire d'arrêter d'entraîner la catégorie U13, la catégorie U15, mais justement de mixer un petit peu ça. Mm. Et c'était aussi ce qu'on avait vu en Espagne, notamment dans le développement. Là, ce que tu as expliqué, Julien, sur Zalgiris, là, on sent vraiment qu'il y a le côté formation qui est prégnant, qu'on a moins senti à Vilnius, puisqu'il y avait cette espèce de compétition qui pouvait parfois pour les coachs, provoquer les dérives qu'on a dit. Alors qu'en Espagne, bon, ils ont des systèmes, on en avait déjà évoqué, mais on pourrait en reparler. Ils mettent pas les scores, ils affichent pas les scores sur les tableaux. Donc nous, on a joué une équipe U11 avec le pôle, ou U12, je crois, U12, avec le pôle. Et en fait, il n'y a pas de score affiché. Donc, ils font une table, mais il n'y a pas de score affiché. Et nous, les gamins, on a été surpris parce qu'en fait, ils ont pris peut-être 40 points. Mais en fait, ils ont joué, mais comme chaque action était une nouvelle action, ils ne se sont pas pris la tête avec le score, le truc. Ils jouaient pour jouer, en fait, pour le jeu. Et des fois, l'organisation, le système te fait changer ta façon de voir les choses. Et là, ça, on l'avait repris en Espagne, et c'est pour ça que nous, on essaie de le refaire chez nous, de se dire, on met pas les scores et on joue pour jouer, ou on met les scores à 0 à chaque quart-temps, et chaque quart-temps est une fin de possession, est une occasion de gagner un nouveau match, et ainsi de suite. Donc, il y a plein d'idées comme ça qui peuvent être intéressantes. Si ça vous intéresse, je pense que là, une prochaine visio sur ce qu'on a vécu en Espagne, parce qu'on a été comme 3 ans entre Malaga, Saragosse et Valencia, une synthèse de ce qu'on a vécu, ça peut être quelque chose qui peut peut-être vous intéresser aussi. Mm. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y avait Julien, je crois, qui avait levé la main, je sais pas, il l'a rebaissé, peut-être qu'il y avait... Bon, ben, on va stopper là. Hein, je pense que c'est bien déjà. Ah, ok, pas de souci, ça marche. Bon, merci en tout cas pour votre présence. Voilà, j'espère que on a pu voilà, vous donner, de vous transmettre quelque chose. C'était l'objectif, d'arriver à vous transmettre. Peut-être que ça vous fait réfléchir, peut-être que ça vous donne envie. En tout cas, merci beaucoup. Voilà, on va essayer aussi de continuer à organiser les choses. Je pense que l'Espagne, effectivement, il y a beaucoup de choses aussi à dire qui seraient très intéressantes à partager. Donc voilà, on va essayer. On a aussi pas mal d'activités, mais je pense que ce serait bien d'organiser quelque chose. En tout cas, merci à vous tous. Bonne fin de saison, bon après-midi et à une prochaine. Bonne fin de matinée, quoi. Bonne fin de matinée.